Fait inattendu même. On a eu un tel succès la première semaine qu'on nous a rajouté 9 salles. D'habitude, on me les enlève. Cette fois, on les rajoute. Et c'est très, très intéressant de voir ça. Alors ça, c'est très intéressant parce que j'ai pas dit ça pour méchamment signifier que certains de vos films ont moins bien marché, disons, que ce que tu espérais ou que ce que même les gens qui les aimaient beaucoup et souvent moins espéraient. Et là, tout d'un coup, y a une sorte de réponse. Alors, est-ce que ça tient au sujet du film ? On va un peu dire de quoi ça parle. Est-ce que ça tient à une évolution même microscopique du public ? C'est intéressant parce qu'en général, tu es déjà venu à cette émission à l'époque de Claude Jean-Philippe, donc il y a une sorte de dialogue qui se continue, de film en film, d'année en année, d'article en article, et puis qui malheureusement souvent achoppe un peu au même cliché fatigant sur on fait un cinéma qu'on aime, mais il n'y a pas assez de gens qui le voient, mais le monde est mal fait, les distributeurs sont abjects, les producteurs n'existent plus, les stars ont des caprices, les auteurs exagèrent, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui atteint sa cible. Donc ça fait plaisir, et on le dit d'emblée. Rosa la Rose, comme le nom... Fille publique. Quoi ? Rosa la Rose, fille publique. Alors là, bon, une fois qu'on a dit fille publique, on sait de quoi il s'agit. Ça pourrait être un titre de mélodrame italien ou un de ces films qu'on faisait quand on racontait les histoires des jeunes filles qui venaient de la campagne et qui perdaient leurs illusions à la ville. La structure du mélo, en gros, l'exode rural. Et c'est tout bêtement, donc ce genre de situation-là, cette mythologie-là, ces personnages-là, transplantés dans le Paris totalement actuel, du côté des Halles, non ? C'est ça, en plein dans les Halles, oui. En plein dans les Halles. Vers le Forum, quoi. Au Forum, avec donc une collection de personnages, un peu comme on dit une collection de vêtements. Une théorie de personnages. Voilà, une théorie au sens non théorique du terme. Quoique. Avec au centre donc Rosa, qui est donc une jeune prostituée, plutôt heureuse, donnant le bonheur. Oui, enfin, il ne faut pas oublier quand même qu'on la trouve dans le jour de ses 20 ans et que le film, on l'oublie souvent, est-ce une erreur de ma part, c'est-à-dire est-ce que je ne l'ai pas assez montré, qu'il s'agit de la journée de ses 20 ans. Et c'est quand même très symptomatique et très parcellaire sur son univers. Je veux dire que comment était-elle la veille ? Comment aurait-elle pu être le lendemain ? C'est ça. Alors autant dire que dans les films de Paul Becquely, il n'y a pas de flashback, il n'y a pas de... Le passé est le passé, on fonce toujours en avant. Donc on commence le jour où cette fille fête ses 20 ans, donc avec toutes les copines, avec les Macs, les petits et les gros, avec les copains, le bistrotier, joué par l'admirable Noël Simsolo, il est très bien, qui est un très bon acteur. Et à partir de ce point de départ plutôt euphorique, qui inclinerait à la comédie musicale, où on sent une sorte de velléité de chanter en fin de repas, de danser, il arrive quelque chose qui se passe dans beaucoup de mélodrames. Fût-il très raffiné, la structure, elle, est absolument simple. Et c'est qu'un jour, elle rencontre un garçon. C'est que ce jour-là, ce jour-là, il faut bien le redire, elle rencontre un garçon qui, du simple fait qu'il l'a regardée étrangement et qu'il n'a pas voulu jouer avec elle le jeu de la prostitution classique, et fait tout d'un coup craquer cette sorte d'équilibre un peu heureux dans lequel Rosa se donnait, ou plutôt, pour reprendre cette citation de Montaigne que Godard avait pris, se prêter aux autres et ne se donner qu'à elle-même. Et tout d'un coup, il faut qu'elle se prête à elle-même et qu'elle se donne à quelqu'un. Et ça fait évidemment exploser non seulement l'héroïne, mais tout l'univers autour. Et ça finit d'une manière assez violente, on en reparlera. Oui. Mais disons, c'est comme un petit monde qui fonctionnerait bien en autarcie, et tout d'un coup, il suffit d'un grain de sable, il suffit d'un regard. Il suffit d'ouvrir la fenêtre pour que la contamination entre. Mais à cela près qu'on peut se demander si cet amour qu'elle provoque et qu'elle croit devoir donner est tout à fait réel. C'est-à-dire, on peut se demander si ce beau jeune homme aux yeux bleus n'est pas le prétexte à quelque chose. Si ce n'est pas brusquement cette volonté de retrouver une identité sexuelle qui va la faire se jeter sur, le premier venu, le jour de ses 20 ans, c'est-à-dire un jour où on a un peu bu, un jour où on est euphorique, et où la nostalgie, la mélancolie est la plus propre à naître. D'ailleurs, je pensais d'ailleurs à un moment que le film était le scénario inversé d'un film dont on avait beaucoup parlé il y a une dizaine d'années, qui s'appelait Jeanne Dielman, Chantal Akerman, où c'était un petit peu le contraire, c'est-à-dire c'était une femme pas du tout prostituée, donc qui simplement faisait des passes en plus dans son ménage à Bruxelles, très très calmement, et qui un jour, simplement parce qu'elle avait joui sexuellement,
ne pouvait pas supporter l'idée qu'elle était, elle aussi, disons, un sujet du désir et qu'elle était exposée à la jouissance. Et là, il y a la même chose, sauf que c'est pas le désir, c'est l'amour, tout simplement. C'est l'amour connoté, c'est-à-dire que je ne crois pas qu'il reste encore quelques prostituées qui n'aient pas vu Casque d'Or. Je ne crois pas qu'il existe encore quelques prostituées qui n'aient pas connu ou vu au ciné-club ou ailleurs Viviane Romance, La Maison du Maltais, qui n'ait pas vécu cet univers des années 30 ou 40 ou 50, où les images médiatiques des prostituées sont très précises. Et qui sont une espèce de contrainte, d'ailleurs, dans leur mythologie personnelle. Parce que là, évidemment, on se heurte à quelque chose qui devient de plus en plus un problème et qui est l'un des signes que le cinéma, c'est une belle chose. C'est qu'on a vu, depuis le début du cinéma, tellement de personnages de prostituées, tellement du milieu dans lequel elles évoluaient, qu'aujourd'hui, l'image créée par le cinéma fait partie de l'imaginaire des filles elles-mêmes. Des filles elles-mêmes, c'est ça. Donc, est-ce qu'un cinéaste, le sujet du film. Voilà, est-ce qu'un cinéaste dit tant pis, moi je traite ça comme si personne ne l'avait jamais filmé, ou est-ce qu'il en tient compte? Est-ce qu'il sait qu'on est à tel moment de l'histoire du cinéma, avec telle culture, etc. Et la façon dont tu as résolu le problème, c'est de faire... de ce problème, le sujet du film. Le sujet du film, en créant un personnage de macro-cinéphile. C'est ça. Qui lui-même fait naître... un personnage né de la cinéphilie, né du cinéma et qui va mourir de se faire du cinéma. Cette phrase n'est pas de moi. Elle a été dite dans une critique à Lyon. J'ai trouvé qu'elle était très jolie, alors je la resserre. On me tend là d'une voix d'une main tremblante et hésitante le disque rouge, le disque d'or de Daniel Larieux. Oui, je suis navré parce que je suis arrivé là de Lyon et j'ai pas pu retrouver les cassettes pour la musique du film. Je suis navré pour Roland Vincent. Mais on va de toute façon écouter la grande Darieux. C'est un petit béguin qu'elle chantait en 61. Petite de la rue, bien souvent je t'ai vue trotter haut et pointu, coquette, petite de la rue, ton petit nez froncé à tous les passants fait risette, petite de la rue, t'as du rêve partout. T'es prête à croire à tout, pauvrette, petite de la rue. Fais attention aux loups, au bout des rêves fous, ils guettent. Ne fais pas comme la louette qui se laisse prendre en chemin et qui perd sottement la tête pour un petit miroir d'étain. Petite de la rue, t'en laisse pas compter quand tu vas au ciné, ravie. Petite de la rue, romans et illustrés ne peuvent remplacer la vie. Petite de la rue, apprends avec ton cœur les secrets du bonheur de vivre, en sachant que la joie n'a que faire des rois. Le bonheur est tout nu, petite de la rue. C'était donc la grande Danielle Darieux qui ne chantait pas C'est un petit béguin, mais autre chose. On dira quoi plus tard. Et puis pendant que la grande Danielle chantait, Paul et moi discutions et on a trouvé une théorie, donc qu'on lance toute chaude, toute vibrante pour les auditeurs, c'est que
ce qui s'annonce comme au moins comme un petit succès, peut-être même comme plus qu'un succès modeste pour Rosa la Rose. Bon, on peut dire c'est un coup de chance. En même temps, les gens connaissent les films de Vecchiali. Il a son petit public qui existe, qui est petit. Qui l'a brinque-ballé de film en film, d'aventure en aventure, mais avec toujours une très grande cohérence, une sorte de rapport très obsessionnel à certaines choses. Et puis tout d'un coup, il y a plus de gens qui vont voir le film. Alors Paul suggère l'idée que ce film sent, S-E-N-T. Ça veut dire que c'est un film où effectivement les choses ne sont pas aseptisées. Ce film qui sent, pas non c'est pourtant un film avec. Voilà. Ce film avec sent. Il ne sent pas au sens naturaliste du terme où on aurait mis plein de détails glauques pour faire croire que ça sentait, parce que même ça, c'est devenu aseptisé. Il sent parce que peut-être qu'il y a dans les acteurs et dans l'actrice principale, principalement, quelque chose de frais, quelque chose d'incarné, quelque chose de parfumé. Il sent aussi parce qu'il y a quelque chose du passé qui revient, du cinéma français passé, un peu comme un Roland de cuisine très ancien qui reviendrait à travers les décors. Il sent aussi ce décor étrange qu'est les Halles, qui n'est plus les Halles de Zola, mais qui est quand même... qui sont aussi, qui bizarrement qui sont le bistrot, le fast-food. Et au niveau de la Placette, qui est un décor que Trauner n'aurait pas renié. Je veux dire, il aurait pu faire ça en studio. C'est amusant de faire du studio en plein air. Bien sûr. Et on se demandait si le succès de certains films récents, dont le plus énorme est 3 hommes et un couffin, peut-être aussi un petit peu l'effronté, ne vient pas du fait que ces films, tout d'un coup, dégagent un parfum ou une odeur, ou même des fois puent carrément, pourquoi ne pas le dire, et qu'il y a une possibilité tout à fait encourageante que le public, là, quand même, de ce qui ne sent plus depuis des siècles, c'est-à-dire le cinéma académique dominant et la télévision, qui est intégralement désodorisé, la 5 ayant, je pense, porté le manque d'odeur à un point d'hallucination folle. Enfin, quelque chose de... On peut avoir des filles nues, elles ne sentent rien. Non, il y a quelque chose d'un nu sans odeur, ou d'un corps qui n'aurait plus aucune sécrétion organique. Et peut-être que, malgré le cadre très stylisé, très mélo et un peu traditionnel de la mythologie, il y a quelque chose d'actuel dans le succès de ce film qu'il ne faudrait peut-être pas uniquement attribuer au fait que ces mythologies sont inusables et que les gens aiment bien ces histoires. Je crois pas, il y a quelque chose dans l'air du temps, l'air trimballe les odeurs. Ils le sentent différent, quoi. Ils sentent qu'ils vont trouver quelque chose de différent, ce qui fait qu'il y a à la sortie des gens complètement exaspérés et des gens qui sont au contraire assez conquis. Et ceux-ci étant certainement plus nombreux que cela, puisque le bouche-à-oreille joue très fort pour le film. Mais alors c'est drôle parce que c'est toujours très très difficile de dialoguer avec toi. Donc on passe toujours par des hauts et des bas, mais il y a quelque chose auquel tu tiens absolument, qui rend la tâche de critique difficile. C'est il y a quelque chose que tu interdis et que tu t'interdis et que tu interdis à tout le monde. Tu le dis dans un entretien récent dans le Cinématographe, qui est assez intéressant. C'est la désignation. Il ne faut pas dire un tel est comme ça, un tel est ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Et en même temps, comme tous les cinéastes qui est assez personnel pour dire qu'il ne faut pas désigner, on est toujours tenté de désigner quand même le cinéma que tu fais. Alors il y a toute une ritournelle que moi-même j'ai écrit, et puis on l'écrit une fois, 2 fois, 3 fois, puis après on ne fait plus parce que ça devient répétitif en disant, il y a en France, heureusement, un assez grand nombre d'artisans intraitables, de petits entrepreneurs, de gens qui se sont organisés d'une façon telle pour qu'un film qui ne marche pas ne leur détruise pas la vie ou ne leur casse pas la baraque ou ne les empêche pas de faire un film après. Alors on peut dire, il y a Godard à sa manière, il y a Romer à la sienne, il y a Mocky, il y a... Bertrand Van Effenter, Azimi, il y en a pas mal. Enfin, Azimi tourne pas assez pour qu'on puisse dire que c'est mais parce qu'il a besoin de préparer beaucoup. Je crois que... Et puis... il y a Paul Vecchiali, mais alors lui est allé assez loin dans cette direction-là, puisqu'il a décidé de tourner les films dans une sorte de précipitation, comme ça, délibérée, enfin voulue, qui fait qu'on a ce paradoxe qui est proprement vecchialien et que moi j'aime bien, qui est toujours très, très, très troublant. C'est que d'un côté, il y a quelque chose de réellement ancien dans l'inspiration, dans les références, dans la mythologie, de très fidèle à quelque chose, pas de moderne au sens moderniste ou au sens matuvier du terme, c'est le moins qu'on puisse dire, et en même temps, des véritables paris de cinéaste expérimental. Donc tu as tourné ce film en très peu de temps, je suppose. 19 jours, quand même.
Et 19 jours, pour toi, c'est beaucoup, non? C'est relativement beaucoup, mais c'est très peu par rapport au pari du film, parce que c'était un film que je devais normalement faire en 7 semaines. Et l'avance m'a enlevé la moitié de ce que j'avais demandé. À tort ou à raison, je veux dire, on n'est pas là pour en parler. Mais je me suis trouvé maintenant obligé de prendre des risques que je ne voulais pas prendre avec ce film. Bon, c'est bien tombé. J'ai réduit le plan de travail à 21 jours avec des horaires absolument abominables, bien entendu. Mais enfin, on économisait au moins sur le matériel. Et j'ai tellement fait vite et j'ai tellement eu peur de ne pas faire assez vite que j'ai gagné 2 jours. Alors, je me suis retrouvé avec 19 jours. Le 20e, j'ai fait un court-métrage pour passer le temps. Et puis voilà. Parce qu'on n'arrive plus à savoir, quand les gens fonctionnent comme ça, si c'est les contraintes économiques ou le système du cinéma tel qu'il est qui les oblige de toute façon à faire comme ça, et à quel moment ça devient néanmoins un plaisir, ça devient presque un choix quand même. Ah, moi j'y suis à l'aise, je ne vais pas raconter l'histoire. Ce qui m'ennuie, c'est de ne pas avoir le droit à l'erreur, quoi. C'est-à-dire que le tournage terminé, avoir, mettons 2 semaines après, quelques jours de réflexion, de dire tiens ça me plaît pas, ça correspond pas, c'est pas cohérent dans ma démarche, et puis je voudrais le refaire. Bon, Rosa, à tort ou à raison, encore une fois, j'ai envie de rien refaire et j'étais content. Mais je voudrais pouvoir avoir ce luxe-là. Évidemment, ça ne peut pas, dans Trou de mémoire, ça n'existe pas, ça, puisque le principe, c'est Trou de mémoire, il faut le risque dire, lui-même. Trou de mémoire, il faut dire que c'est un film qui a été tourné en 1 jour. En 6 heures, exactement. Voilà, en 6 heures. Donc... 6 heures, mais il n'y a pas de raison. Je veux dire, là, on est en train de faire un travail de presque improvisation, et il va durer le temps que ça durera. Bon, et c'est un peu plus compliqué au cinéma, parce qu'il faut charger une caméra, il faut mettre 3 lumières, etc. Et donc, 6 heures représentent à peu près 1h20 quoi, d'utile. Mais comme tu le sais, on n'a rien jeté, on n'a rien refait. Enfin, mais il n'y a pas de raison. On considère souvent, on présente ça souvent comme une prouesse. D'abord, on ne l'a pas vécu comme ça. On avait tout à fait notre temps pour travailler. Et ensuite, je ne vois pas pourquoi 1h20 en impro se ferait en 10 jours. Ça serait complètement absurde. Bien sûr. Surtout si le but du film est de restituer une espèce de quête météorologique de la situation que le film rend très bien, je crois. Mais je pense que c'est finalement un point commun à beaucoup de cinéastes, sinon de nouvelle vague, du moins de cette génération-là, c'est-à-dire de faire de plus en plus des histoires relativement anciennes, relativement banales, il faut dire. Banales et par cela même peut-être universelles. Voilà. Donc on est sûr que même par leur banalité, elles évoquent des échos, elles ont déjà été racontées, on peut même avoir un rapport affectueux à ce genre d'histoire, sans attendre du scénario. Dieu sait quelle merveille qu'un scénario de toute façon ne donne jamais. Et puis alors, quelque chose qui reste nouvelle vague au sens très large du terme, c'est qu'on le tourne dans la vérité du moment, du lieu, des gens, en acceptant complètement que ce qu'il y a de présent, ce qu'il y a de contemporain, ce qu'il y a de 86, passera de toute façon dans cette sorte de précipitation. C'est une forme de... Moi j'appelais ça il y a quelque temps une forme de réalisme non prémédité. Voilà. Une formule en tout cas. D'autant plus que, ces histoires que pouvaient raconter des cinéastes plus anciens, comme, pour prendre des gens que tu aimes beaucoup, je le sais, donc Grémillon ou Duvivier, que eux tournaient avec beaucoup plus de temps. Non, justement pas. Et c'est en cela que c'est intéressant, parce que eux tournaient, Duvivier pouvait tourner en 3 semaines, 4 semaines. Grémillon, non. Grémillon, il était plus structuré, mais il tournait pas. Dans les années 30, on tournait pas longtemps. Il y avait le studio, il y avait une grosse préparation, et les gens tournaient très très vite. Puis comme ils tournaient aussi en son direct, avec le direct qui est dans le camion voisinant, dans l'optique, ils travaillaient directement sur l'optique, ce qui donne une espèce de côté aigrelé, acide au son que moi j'adore, enfin, quand je revois les films. Oui, maintenant, ça fait partie de notre mémoire de la langue française, maintenant. C'est vrai. Ces voix un peu aigres, un peu... Mais à quel moment, alors, le cinéma français s'est alourdi, si c'est pas à ce moment-là? Bien, écoute, non. Moi, j'ai une petite théorie là-dessus, je te livre comme ça, que j'ai déjà dû raconter plusieurs fois. C'est qu'il me semble qu'en France, l'autodéfense n'était pas nécessaire dans les années 30. Si bien que je ne crois pas qu'il y ait des auteurs en France dans les années 30, mais des films. Et en revanche, en Amérique, et je crois que là est né le classicisme, c'est l'autodéfense des auteurs face au final cut qu'on leur a imposé, c'est-à-dire à l'absence du contrôle de montage, qui ont été amenés à tourner d'une certaine manière un peu incontournable. C'est ça le classicisme. Et quand on a voulu le copier en France, c'est-à-dire Decoing, Christian Jacques et tout, c'est devenu académique. C'est après la guerre que tout d'un coup le cinéma français s'est alourdi, et où sont apparus les auteurs, les vrais auteurs, alors là, parce qu'ils devaient se démarquer et lutter contre cet académisme envahissant. Alors Grémillon, Cocteau, Guitry, enfin je vais pas... Non, c'est vrai qu'on dirait que le cinéma français se sont à un moment imposé des contraintes qu'ils n'avaient pas vraiment affrontées. Voilà.
Non. Parce que le cadre du cinéma français n'a jamais été vraiment industriel. Voilà. Et en revanche, ils étaient épatés par le travail des Américains à tout niveau, soit technique, soit justement un travail d'auteur, et ils ont essayé de le reproduire. C'est là que les catastrophes ont commencé, jusqu'à 59, quoi, au moment où la nouvelle vague est arrivée à balayer tout ça. Maintenant, on aurait plutôt le problème inverse, c'est que les gens, de nouveau, ont une sorte de liberté illimitée sur le papier au départ. Oui, et mais c'est les années 70, d'ailleurs... c'est les années 70 où il y a eu un florilège époustouflant. Encore une fois, il ne s'agit pas de refaire l'histoire et de dire qu'il n'y avait que des chefs-d'œuvre en années 70, mais il s'agit de dire qu'à cette époque-là, moi je voyageais beaucoup, j'allais en Italie, en Allemagne, où il y avait des rétrospectives diagonales, et où les gens nous disaient, mais quelle merveille, je ne parle pas des films diagonales, quelle merveille en France d'avoir cette liberté de création, d'avoir ce qu'on appelait à l'époque un florilège de cinéastes. Ils étaient très nombreux. Un soir, dans cette émission, avec Claude Jean-Philippe, on a commencé à compter, on est arrivé à 80, et puis on était loin d'avoir épuisé. 80 cinéastes qui avaient un univers et qui entendaient le déclarer en tant qu'artisan, c'est-à-dire en tant que rempailleur de chaises, quoi, hein, avec des films pas chers ou un peu plus chers, etc., mais qui envahissaient le marché complètement. Et c'est à cette époque où moi j'étais très révolté par l'attitude des critiques et des distributeurs, qui bizarrement était la même, où on disait le cinéma français est médiocre. Il était médiocre pourquoi ? Parce qu'il ne se dégageait aucune ligne directrice. Voilà ce qu'ils appelaient médiocre. Or, c'est précisément ce qui a fait la gloire et la force du cinéma français avant la guerre. Oui. Et qui, à mon avis, l'a fait aussi dans les années 70. Non, d'ailleurs, ce qui est drôle, plus le temps passe, plus on est amené à se raconter à soi-même différemment l'histoire du cinéma. Sans doute. Et moi, je me rends compte maintenant que ce qu'on appelait la nouvelle vague, qui nous apparaissait quand moi j'avais 15-20 ans, comme un vrai bras de fer contre le cinéma académique de l'époque qui existait réellement. Qui existait, oui. En fait, la nouvelle vague ne faisait que renouer avec la tradition réelle du cinéma français, depuis Feuillade et Gans. Et peut-être que cet académisme qui a dominé le cinéma dans les années 50, en fait, maintenant, moi je le vois comme une bande-annonce de la télévision actuelle. C'est tout à fait juste. Je pense qu'il y a eu simplement... un chassé-croisé. Il y a eu un effet de perspective très trompeur qui venait du fait de l'arrogance extrême de gens comme René Clair, comme Clément, comme Clouzot, qui se sont offerts d'ailleurs très généreusement à la haine d'une bande de cinéphiles très hargneux et très doués, par chance, très doués. Oui. Sinon, ça n'aurait pas tenu. Et puis maintenant que tout ça, même ces gens-là ont eu une fin de carrière difficile. Clément ne tourne plus, Clouzot est mort. C'est dommage. Et aujourd'hui, on les voit moins comme des épouvantails, mais plutôt comme des gens qui, faute de développer le cinéma dans ce qu'il avait de plus vivant en France, parce qu'ils se sont trop installés, parce que l'après-guerre française a été comme ça, aujourd'hui apparaîtraient plutôt comme formidables par rapport à une dramatique télévision de leurs enfants naturels, de Pluwal, de tous ces gens-là qui ont continué. Sauf que moi, je pense qu'un type comme Clément est un auteur, tu vois. Je pense pas que... Je dis pas que tous ses films sont réussis, mais je pense qu'il a un véritable univers et qu'il avait une écriture. Et ça, c'est quand même... rare. Je veux dire, Decoing n'avait pas d'écriture, il reproduisait, il arrivait quelquefois à faire des films formidables. Je pense à La vérité sur Bébé Donge, avec La Grande. Mais alors moi, Clément a une écriture. Monsieur Ripois, c'est un film écrit. C'est formidable, Monsieur Ripois. Je ne sais pas, Le Château de Verre, c'est un film écrit. C'est un film magnifique. Et Plein Soleil, c'est un film écrit, je crois. Et puis après, il a eu... Après, il faut tourner, il faut exister, il faut vivre sans soutien, il faut vivre sans amis. Parce que c'est vrai que le travail qu'ont fait les gens de la Nouvelle Vague, qui est tout à fait respectable, a quand même été un travail d'isolement de tous ces gens qui se sont trouvés tout d'un coup ramenés à eux-mêmes, un par un. Et en plus, ils ne savaient pas se débrouiller individuellement. Et ils ne savaient pas se débrouiller individuellement, parce qu'ils n'avaient pas... ils n'avaient pas cette espèce de côté bulldozer que tous les gens de la Nouvelle Vague ont eu et que la post-Nouvelle Vague a appris à avoir. Bien sûr. Mais pour en revenir par un biais compliqué à toi, il y a quand même quelque chose qui pour moi définit l'académisme, c'est pas uniquement... des recettes formelles ou un mode de production. Et Clément, c'est un bon exemple pour en parler. C'est que c'est des cinéastes qui, à un moment, n'ont vraiment plus cru en rien. C'est ça, c'est vrai. Et c'était en plus des gens dont certains étaient assez vieux pour avoir un moment croisé le grand phénomène social, le Front populaire, je crois que Duvivier est peut-être le meilleur exemple de ça. Absolument. Et à un moment, ils sont devenus vraiment pas déçus, pas désenchantés seulement, pas désespérés, mais nihilistes. Et je pense que quand on ne croit plus en rien, mais qu'on a un métier et qu'on le fait avec beaucoup de sérieux, on arrive à l'académisme qui, pour moi aussi, est quelque chose de contenu. Et je pense que ce qui fait que certains artisans, tu disais qu'il y en avait 80, mais il n'y en a pas 80 qui ont tenu le coup au milieu des années 80. Il y en a moins. Eh bien, c'est que, les gens... Dans une vie, il y a des choses qu'on croit et puis on ne croit plus, on est déçu, on en revient, on se recompose son monde. Ceux qui tiennent le coup sont ceux qui ont gardé une capacité intacte d'innocence, y compris ceux
qui tiennent un discours totalement débandant. Je pense à Godard, mais n'empêche que Godard, chaque film, il a gardé quand sa même, fraîcheur totalement. il est frais, Il faut voir même si son discours... Un film comme Détective, moi voilà. je considère que Détective, pour moi, est un de ses plus grands films, et en tout cas le seul qui ne soit absolument pas morbide, arriver justement à échapper à la morbidité à cette époque de sa carrière et de sa vie, je trouve ça tellement fabuleux. Je trouve que c'est un film qui m'a rajeuni de 10 ans. Oui, on dirait qu'il met toute son énergie négative pour décourager Billancourt et plus que Billancourt, mais qu'au moment où on fait un film, il reste quand même Godard. Alors que d'autres, à un moment, on fait passer ce découragement dans... On assure un minimum, et c'est là qu'on arrive aux grands techniciens, à des Vivien en fin de carrière, à des choses qui sont d'une telle... Je ferai ce que je sais faire et pas plus, parce que de toute façon, et qui menace ça ne m'intéresse pas. Attention, et qui pourrait revenir aujourd'hui. Qui menace très très fort. Il y a des noms. Et oui, il faut les dire. Moi, je les ai écrits plusieurs fois, mais je veux dire qu'il y a quelque chose dans l'évolution des taverniers, des Boisset, des gens qui sont un peu les petits-enfants. Et je vais peut-être te peiner, mais moi je dirais Chabrol aussi. J'ai vu avant-hier soir l'inspecteur Lavardin et évidemment je me suis réjoui. Il est à la limite, Chabrol, tout le temps. Mais où est juste avant la nuit, où sont les noces rouges, où est la rupture il est à la limite entre justement le cynisme, qui est quand même une force, et puis le nihilisme. C'est pas pareil. Alors, je pense pas que Chabrol soit un nihiliste. D'ailleurs, il n'a jamais été aussi politisé, aussi actif, aussi homme de gauche. Mais il y a dans Lavardin, moi je trouve, enfin c'est un film que j'aime bien, dans lequel je me suis réjoui, mais je suis toujours un peu en retrait en me disant mais pourquoi il monte comme ça, pourquoi il fait comme ça, pourquoi tout d'un coup cette absence d'écriture alors que c'était le roi de l'écriture. Il a fait, je sais pas, 15 films les uns à la suite des autres qui étaient absolument, pour moi, des chefs-d'œuvre absolus et dans la tradition du cinéma français des années 30, avec l'apport d'une réflexion personnelle, d'une critique féroce. Et moi, c'était vraiment un de mes cinéastes préférés. Ça l'est toujours, d'ailleurs. Mais j'étais un peu... Avec Lavardin, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a un plan sublime à la fin, dans la vitre, comme ça, où on retrouve la grande force. Mais après, tous les plans dans la boîte, on dirait, mais pourquoi ? Qui a fait ça ? Assistant ou quoi ? Mais c'est aussi parce que Chabrol, tout d'un coup, s'intéresse un peu aux jeunes et qu'il les trouve bizarres. Et ça, c'est ce qui arrive aux gens qui vieillissent, c'est normal. Il les regarde avec une sorte de... sans compassion, sans complaisance, et en même temps comme des animaux bizarres, mais qui ne méritent pas, qui ne valent pas mieux, au fond, que les plus vieux. Et alors ça, à mon avis, c'est l'influence de Lang. S'il y a un cinéaste qui a derrière Chabrol, c'est Lang. Et Lang regardait les jeunes avec la même... Il voyait déjà les crimes dont ils étaient capables. Oui, si tu vois, si on compare, par exemple, Les Bonnes Femmes... À Lavardin, on voit bien la distance, on voit bien le chemin parcouru. Enfin, c'est normal qu'il parcourt un chemin. Donc toi, tu es quelqu'un qui a gardé par rapport, pas seulement au fait de faire des films, mais ceci explique cela, par rapport aux choses qui t'intéressent dans la vie et sur lesquelles tu reviens régulièrement, une sorte de fraîcheur combattante totalement indéracinable. Oui, ça c'est vrai. Oui. Mais quelquefois, je me le reproche, parce que on fait des prises de conscience régulièrement, mais je me laisse déborder tout le temps par ça. Ce qui est bien, parce que, en revanche, quand je travaille au cinéma, j'essaie de garder cette innocence. On ne peut pas ne pas être critique, on a travaillé sur le cinéma, on a réfléchi, on a vu des tas de films, on est là avec tout ça derrière la nuque, on tourne. Et moi, je ne suis pas du genre à dire « je fais pas ce plan parce qu'un tel l'a fait » ou « je fais ce plan parce qu'un tel l'a fait ». Tu ne te poses jamais la question « je ne sais pas comment filmer, comment aurait fait un tel » Non, jamais. Non. En revanche, je me pose la question de savoir si je vais préserver toutes mes hypothèses de travail. C'est-à-dire que plan par plan, j'essaie de voir où est la poutre du film et comment ce plan va le mieux l'exprimer. Voilà. Je veux dire, par exemple, dans la scène, dans Rosa, la scène de la fête brésilienne, il est bien évident que c'est une espèce de réminiscence, pour moi, dans la tête de Rosa, des Enfants du Paradis d'une part ou d'Orfeo Negro d'autre part, et bien évidemment, je ne vais pas la filmer en chant contre chant. Je vais donc laisser Rosa se laisser envahir par ce patrimoine, par cette espèce de folie mythologique qui l'envahit à ce moment-là, parce qu'elle est complètement folle. Quand elle dit il faut pas faire de mal, elle le dit tout ça comme une litanie. C'est évident que c'est pas la Rosa du début qui parle, mais c'est une Rosa contaminée. Voilà. Alors, évidemment, se pose le problème de savoir comment découper cette séquence. Il est évident qu'avec plus de moyens, j'aurais pu la découper autrement en trouvant un autre langage, mais je ne l'aurais pas fait même avec plus de moyens. Voilà. J'aurais peut-être eu la tentation de plusieurs caméras, évidemment, par sécurité, encore que ça me... C'est pas des choses qui me préoccupent beaucoup, la sécurité. Enfin, disons ça, quoi, pour être un peu honnête. On ne sait jamais si j'avais plus d'argent. Mais a priori, je voyais surtout le plan séquence pour reculer par rapport à elle, quoi.
Dire, bon, elle est là, elle s'en va, maintenant elle fait son film, et nous, on la regarde faire. Et puis, évidemment, je ne peux pas résister à la rejoindre dans les dernières séquences. Quoi. Ça, non, mais c'est peut-être le problème le plus fondamental du cinéma, tout du moins celui qui aime les acteurs, et c'est quand même la majorité des bons films. À quel moment on se désolidarise, et à quel moment on ne peut pas ne pas se resolidariser. C'est ça. Jusqu'où peut aller le regard critique ou une sorte de lucidité qu'on peut avoir, par exemple, par rapport à un enfant. Il va faire une bêtise, on le sait, mais on l'aime. Donc, de toute façon, on va quand même le reprendre au détour d'un plan. Oui, mais alors n'oublions pas, comme dirait Godard, que dans ludicité, il y a lucidité. Mais ludicité, ça n'existe pas. Mais ça fait rien, inventons-le. Donc on invente un mot. On a quand même lancé une théorie, on a inventé un mot, et l'émission n'est pas finie. Et d'ailleurs, on passe de la musique, toujours d'Arieux, mais alors on n'ose plus dire quel morceau, parce qu'il y aura une erreur. Ce n'est pas de l'amour, c'est un petit béguin chez une amie qui depuis longtemps vous invite. Vous arrivez un jour pour lui rendre visite. On vous présente avec force salamalek un tas de gens quelconques, monsieur X ou Y. On prend le thé, l'on cause, l'on rit, l'on potine. Votre voisin vous dit des choses libertines. Vous le trouvez gentil et sans le moindre embarras. Vous lui dites, cher monsieur, j'espère qu'on se reverra. C'est un tout petit béguin, c'est un caprice, un rien, mais c'est très agréable. On se rencontre en chemin, on se donne la main, simplement pour se montrer aimable. Le lendemain, comme par hasard, on se retrouve autre part. Dame, on n'est pas coupable. On se dit, qu'est-ce que je risque? Il faut bien rire un brin. Ce n'est pas de l'amour, c'est un petit béguin. Ce n'est pas de l'amour, c'est un petit béguin. Sans s'en apercevoir, voilà 6 mois que ça dure, ce béguin fugitif, cette courte aventure. Quand un jour votre ami, plein de ménagement, vous dit qu'il doit songer à son établissement, il est pour obéir aux vœux de sa famille, fiancé de la veille avec une jeune fille. Vous faites bonne contenance en lui disant adieu, mais vous sentez des larmes monter à vos yeux. C'est un tout petit béguin, c'est un caprice, un rien, mais chose invraisemblable. On constate avec frayeur que l'on ressent au cœur comme une blessure intolérable. Et l'on se met à souffrir, on voudrait se guérir, on en est incapable. C'est alors que l'on comprend au fond de son chagrin que c'était de l'amour, ce tout petit béguin. Que c'était de l'amour, ce tout petit béguin. Voilà, là, on était en train de parler d'un plan très beau, auquel je ferai allusion tout à l'heure. Mais avant d'y arriver, il y a un acteur dans le film, donc c'est Jean Sorel, dont j'ai peur que les auditeurs ne savent plus très bien qui c'est, parce qu'il a une carrière étrange. Oui, et étrangère. Étrangère, un peu brisée. Bon, les vieux cinéphiles savent qu'il a joué chez Visconti. Et chez Buñuel. Et chez Buñuel. Oui, il faisait le mari dans Belle de jour, le mari d'ailleurs qui finissait sur une chaise d'invalide. Et on l'a vu un petit peu dans un film de Benoît Jacot. Oui, on l'a vu aussi dans Asperne. On l'a vu dans Asperne, et donc c'était un type... Dans le film chez Bologna. Et c'est toujours un type très très beau, donc c'était un jeune premier, comme ça, une sorte d'objet érotique absolument désirable, pour ne pas dire plus. Alors là, il revient, vieilli, toujours très beau, très trouble, beau, oui. Et dans le rôle donc du macro-homme d'affaires qui traficote avec la politique, voilà. Qui offre les services de ses sbires à n'importe quel parti, sans couleur. Enfin. Et alors c'est une belle réflexion sur le temps, puisqu'il avait prévu de se retirer des affaires dans quelques années, donc il avait tout planifié, donc c'est un metteur en scène, c'est pas par hasard que tu dis quelque part dans un entretien qu'on a censé un peu toi. Oui. Et puis le fait que Rosa prenne conscience de manière si violente et si brusque, l'oblige à changer tous ses plans. À faire le choix. À faire le choix et le faire beaucoup plus vite que ce qu'il avait pensé. Et c'est un personnage absolument formidable. Et j'aimerais bien que tu nous parles un peu de Jean Sorel. Moi, j'avais rencontré Jean Sorel par l'intermédiaire de mon impresario, Guy Bonnet,
et à Cannes, et j'étais allé voir le dernier film de Cast, et malheureusement, il faut bien dire le dernier, là. Et en sortant, nous nous sommes un petit peu parlé, nous sommes allés dîner ensemble, et j'ai trouvé plein de choses formidables chez Jean. Je parle de l'homme, là. Une espèce de probité, d'humour, de légèreté de la vie, et enfin, disons-le, d'aristocratie, qui est une chose bien agréable à fréquenter quand même. Et en plus, il est marié, comme tu le sais, à Anna Maria Ferrero, qui est une femme d'une santé extraordinaire et aussi d'une grande probité. Et tous deux très cinéphiles, très aimant le cinéma, je veux dire, parce que cinéphile a une autre connotation maintenant. Aimant le cinéma à la folie, dur, exigeant, enfin tout ce que j'aime dans la vie. Et on avait un peu décidé d'essayer de monter un film à la télévision ensemble. Un roman. Bon, ça s'est pas fait, comme très souvent, ça ne se fait pas à la télévision. Et quand j'ai décidé de ne plus jouer Gilbert, parce que je faisais avant un film à la télévision, que j'avais 3 semaines entre les deux, que c'était un peu périlleux. Et puis, je ne peux pas dire que je m'aime beaucoup en tant qu'acteur, malgré trop de mémoire. Alors, j'ai demandé à Jean de le faire, il a tout de suite ôté dessus. Et puis j'aimais bien le triangle Marianne Basseler, Pierre Cosso, Sorel, parce qu'il y a un petit air de famille entre les trois, et qu'on peut penser quelque part qu'entre Cosso et Sorel, il y a une parenté de visage, même de background, comme ça. Et ça me permettait la réplique, quand il se penche sur elle, il lui dit « Comme tu as vieilli, on peut se demander si elle ne le prend pas pour l'autre ». Enfin, petite ambiguïté là. Et le tournage avec Jean s'est passé alors d'une façon extrêmement précise, courtoise. C'est un homme qui n'intervient pas, qui se met à l'écart un petit peu, sans pour autant être, je veux dire, méprisant vis-à-vis des autres. Au contraire, c'est un très, très, très bon camarade. Mais il a besoin de concentration, d'être un peu à l'écart. Et il demande à être beaucoup dirigé. Il le demande, je veux dire. Quand je dis il y a une ambiguïté sur le terme « il demande à être beaucoup dirigé », c'est que lui, il le demande. Et il est très ravi quand on lui dit des choses précises. Et en particulier, je me souviens d'une séquence où il s'adresse aux sbires, à Simsolo, Schwarzinger et Audrey, pour leur dire « j'ai besoin d'argent », etc. Il était très ému pour ce petit texte, et il avait une élocution un peu difficile. Et je lui ai fait remarquer 1 fois, 2 fois, et il était un peu embêté. Alors je suis descendu et je lui ai fait écouter la prise en entier. Et la 2e phrase, il a remonté, bon d'accord, j'ai compris. Et il était très content le soir. Il m'a dit, je suis content parce que d'habitude, on ne s'occupe pas assez de moi, on ne s'occupe pas assez des comédiens de manière générale. Et il était ravi. Et, il a été très, très chaleureux vis-à-vis du film tout le temps, et prêt à le défendre après aussi. Pour moi, c'est une grande rencontre, Sorel. Non, ce serait vraiment formidable qu'on puisse le revoir un petit peu. J'ai 2 projets avec lui, et j'ai surtout un projet d'une série télévisée d'après le roman d'Irène Frein qui s'appelle Modern Steel, et où il aurait un des rôles principaux, et qui est un très très beau rôle d'homme. Et alors, au nombre des actrices donc, qui font les filles de cette petite famille, il y a donc Catherine Lachance. Alors, tout à l'heure, donc, je disais à Paul, mais il faut le dire aussi aux auditeurs, moi, il y a des choses que j'aime plus ou moins dans le film. Bon, je pourrais dire quoi, mais c'est mieux de dire, parce que ça arrive quand même dans un film, et ça prouve que le cinéma existe, qu'il y a un plan tellement irrécusable, tellement fort, que, comme disait Truffaut, dans tous les films, il y a quelque chose de miraculeux à un moment, y compris dans les films pas bien, et a fortiori dans les films bien, qui fait que finalement, ce plan... c'est une sorte de preuve par 9. Alors ce plan, il est très simple. Et tu me dis que c'est le premier que vous avez tourné. Oui, donc, sous la pluie, je râlais parce que je voulais du soleil. Et puis, bon. Voilà, donc c'est Catherine Lachance, qui est donc l'une des prostituées, qui vient de rencontrer, dit-elle, l'homme de sa vie. Et non, c'est à l'envers. Non, c'est rencontrer un homme qui l'a emmené chez lui et qui lui a dit qu'elle était la femme de sa vie. Oui, c'est ça, oui. Et qui revient totalement tourneboulée, méconnaissable, le regard rêveur, lointaine, faisant des pas un peu comme un automate, somnambule. Comme une somnambule. Et puis il y a un homme qui passe dans la rue, qui passe devant, qu'on voit un peu en amorce. Oui, qui passe à peine. Qui passe à peine. Et dans son mouvement, à un moment, elle le voit sans le voir, elle voit de l'homme, elle voit le sexe masculin, je veux dire presque d'une manière métaphysique, et elle a un regard vers lui, comme ça, un geste vers lui. Elle le suit des yeux. Elle le suit des yeux avec quelque chose qui est réellement de la gourmandise, mais qui est plus que de la gourmandise sexuelle, qui est une sorte de
une sorte de générosité alors totalement vulnérable, offerte, enfin quelque chose qui est, disons, un don sans contrepartie. Pour parler comme chez Bataille. Oui. Et rien que pour ce plan, moi je trouve que Rosa, vie publique, est un grand film parce que c'est des choses qui te tiennent beaucoup à cœur. On a écrit là-dessus, enfin oui, beaucoup de films sur la force, pas du désir au sens où le désir est une machine de guerre, mais d'un appétit. D'un appétit pour la vie, d'un appétit pour le réel, pour les autres, d'où l'envie de ne pas désigner les choses, de les manger, de les consommer, de les incorporer, avant même de dire c'est ci, c'est ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Et des fois, je trouvais que c'était un petit peu cérébral, comme un peu idéologique comme projet, un peu véhément, un peu trop dit et pas assez filmé. Et alors là, il y a un plan qui est ce qu'il faudrait garder de tout Vecchiali sur une île déserte, dans le pire des cas, qui est la preuve que, un, tu as raison de penser ça parce que tu peux le filmer, et deux, ce qui est plus important en un sens, ça existe. Oui, puisque quelqu'un a pu le jouer, ça existe. Et voilà, c'est ça, je veux dire, que quelqu'un puisse le jouer. Voilà. Et je pense que lorsque le cinéma réussit à capter, même d'une manière épisodique, parce que ça tient du miracle, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas programmer. Oui, ça tient du miracle parce qu'il y a quand même eu plusieurs prises. Et il n'y a que celle-là où ça a fonctionné vraiment. Oui, en plus, on a eu plein d'ennuis, c'était difficile à faire, il y avait des gens qui passaient, il y avait les voitures au loin. Enfin, et on a fait 11 prises. Tu sais très bien que quand j'en fais 3, c'est énorme. On a fait 11 prises, et la première était magique ailleurs. Et celle-ci, la 11e, était magique à chaque instant. Enfin, et je dois dire que... Enfin, moi, je trouve qu'en dehors de Marianne, bien sûr, parce qu'elle a été mon support, mon média pendant tout le film, je pense que La Chaîne, ça est pour beaucoup dans les qualités, s'il y en a, du film, parce qu'elle est la poésie même. Et moi, elle me faisait penser à une petite phrase de Godard, une de plus, qui disait, après tout, le cinéma, c'est pas grand-chose, c'est faire durer quelque chose de miraculeux quelques secondes de plus. Parce qu'au-delà, on n'y arrive pas, et puis c'est pas juste, parce que la vie passe très vite. Et si on n'y parvient pas du tout, bon, bah, c'est que on n'est pas assez cinéaste. Et c'était à la fois un projet très modeste, de prolonger un miracle quelques secondes de plus, et quelque chose qui tout d'un coup remet toutes les pendules à l'heure, redonne envie de faire des films, de voir des acteurs, et qui fait accepter alors absolument ce que l'auteur pense qu'il a à dire. C'est la preuve tout d'un coup qu'il a raison de le penser. Puis je crois que ce que tu dis là, ça prouverait qu'il faut une certaine disponibilité à la réceptivité, parce que pour attraper ces choses-là, il faut être présent en étant disponible. Ce sont deux choses qui peuvent paraître contradictoires. Et je crois que c'est ça qui fait le... Et alors je dirais que c'est vrai aussi pour le spectateur, parce qu'un film véhicule beaucoup d'informations. Ouais. Chacun voit un film d'une façon différente, avec des préjugés, etc. Il a son histoire personnelle de spectateur pendant le déroulement du film. Il peut rater ça. Et je pense que quand trop de spectateurs ne sont pas capables de dire le film est ce qu'il est, mais il y a ça qui me poursuit, et donc ce n'est pas nul. Donc à partir de là, c'est comme une trace, c'est comme une piste. Je peux tirer quelque chose. Si moins de spectateurs font ça, évidemment, moins de gens sauront le faire. Si moins de gens savent le voir. Et c'est là qu'on sent qu'il y a une terrible complicité de fait entre les gens qui offrent quelque chose et les gens qui savent les prendre ou pas. Ce qui d'ailleurs est le sujet du film, parce que la prostitution, c'est ça aussi. C'est le sujet du film. C'est l'offre et la demande. Mais c'est ça. Lorsque tout est fini, quand se meurt votre beau rêve, pourquoi pleurer les jours enfuis, regretter les songes partis? Les baisers sont flétris, le roman vite s'achève. Pourtant le cœur n'est pas guéri quand tout est fini. On fait serment en sa folie de s'adorer longtemps, longtemps. Il est charmant, elle est jolie, c'est
par un soir de gai printemps. Mais un beau jour, pour rien sans cause, l'amour se fane avec les fleurs. Alors on reste là tout chose, le cœur serré, les yeux emplis de pleurs. Lorsque tout est fini, quand se meurt votre beau rêve, pourquoi pleurer les jours enfuis, regretter les songes partis? Les baisers sont flétris, le roman vite s'achève. Pourtant le cœur n'est pas guéri quand tout est fini. Pourquoi a-t-on passé, avec une persistance qui a été remarquée, Daniel Darieux? Paul. Oh, écoute, ça fait partie de ma légende maintenant, mais pas encore de la sienne, hélas. Non, je crois que Daniel Darieux c'est l'actrice type. Max Ophuls disait à son propos quelque chose de formidable. Il lui disait « Tu dois jouer des rôles tragiques parce que tu es toujours un peu ridicule ». Je crois qu'on ne peut pas mieux dire sur elle. Enfin, cette espèce de légèreté dans le drame, cette espèce de gravité dans la comédie. Enfin, elle sait allier les contraires. Et puis en plus, c'est une femme dans la vie tout à fait exceptionnelle, une femme de parole, d'honnêteté, une femme concrète, une femme de terre. Et qui sait tout d'un coup s'envoler dès qu'on dit moteur. Ça, c'est très... Je crois qu'on a tout dit sur elle. On peut le redire encore, c'est la plus grande. Non, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle joue, par exemple, dans le prochain film de Benoît Jacot. Oui, un rôle très... Et le film Déchiné aussi. Donc il y a un vrai comeback de Darieux. Et ce qui tombe bien, c'est avec des bons cinéastes. Voilà. Donc c'est quand même la énième génération qui travaille avec Darieux, qui a besoin de Darieux pour travailler. Qui a besoin de Darieux. Et ça, c'est formidable. Et elle a toujours été très lucide sur ça. Hein. Dans sa carrière, quand on lui parle de ses films, elle est très, très, très lucide. Hein. Et à l'époque, on lui faisait faire des comédies un peu légères et tout. Elle souhaitait jouer Le Blé en herbe. Elle souhaitait jouer La Renarde. Et elle ne l'a jamais dit dans les interviews parce que ça l'a... Elle n'aime pas beaucoup parler d'elle, comme tu sais. C'est même l'une des rares qui n'a pas raté complètement sa carrière américaine parmi les acteurs français. Oui, parce que l'affaire Cicéron de Mankiewicz... Oui, c'est magnifique. Et puis elle a repris le rôle de Catherine Imbert en faisant beaucoup plus de succès qu'elle dans Coco Chanel. C'est une... Et avec ça, pas plus, hein, ça la tracasse pas plus. Tout se passe comme si c'était fini. C'est dommage. Pas seulement la chanson, mais l'émission. Alors on a... Le silence qui suit est encore de Darieux. Il est d'ailleurs dédié à Darieux, ce silence. On a donc traité 1/50e du film et 1/2000e du travail de Paul Vecchiali. Irréductiblement vecchialien. On croit savoir que la semaine prochaine, on va parler avec un acteur dont on parle beaucoup depuis très longtemps, qui est Guy Marchand. J'en profite d'ailleurs pour dire que, contre toute attente, je trouve le film de Costa Gavras assez curieux et presque bien. Et Johnny est un grand acteur, maintenant c'est sûr, un grand acteur. Et Marchand, c'est un de ces acteurs comme ça, de second plan, entre guillemets, dont on a envie de causer avec lui. C'est quoi le second plan, c'est quoi le premier plan? J'espère tourner avec lui justement dans mon prochain film avec Garcia et Dussolier. Ce qui prouve que tout est dans le tout. Voilà. Et réciproquement. Comme disait notre ami. Eh bien, ainsi s'achève Microfilm, une émission de Serge Danet qui recevait aujourd'hui Paul Vecchiali. Merci et merci de nous avoir fait profiter de Daniel Darieux, dont nos auditeurs, je crois, ils se sont régalés. Elle est toute bouleversée. Vous le dire. Ils sont bouleversés. Ils l'aiment beaucoup. France Culture est chargée de réalisation, il ne faut pas l'oublier, Pierrette Perronneau. France Culture, il est 20h01 et une autre émission de variété maintenant qui vous est proposée par Ève Greliquez et François-Régis Barbry intitulée Repérage.